Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, je fais une petite introduction pour présenter le travail de Reva qui a été fait dans le cadre du projet Almanach. Et on te remercie beaucoup pour ce travail de qualité qui a été très apprécié par tout le monde, pour lequel tu as reçu une note de 20 sur 20. Donc, c'est vraiment un super travail. Et à la suite de ça, on pourra même publier des choses issues de ce travail. En premier lieu, je voudrais remercier la Fondation de France pour le soutien financier du projet Almanach, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un projet sur 3 ans pour mener à bien des études et des expérimentations aussi sur le maraîchage agroforestier. En gros, on a la partie dans laquelle a travaillé Reva sur l'animation d'une dynamique d'échange sur les vergers maraîchers, l'animation d'un groupe d'échange aussi sur Landfiles et le suivi sur les fermes tel que Reva l'a fait cette année également, qui va permettre de communiquer des informations très précieuses et très précises aussi, très approfondies sur le fonctionnement des systèmes en maraîchage agroforestier. Il y a une autre action aussi qui concerne l'expérimentation, qui est menée par le GRAB et Agrouf. Reva donnera plus de détails. Et la troisième action, c'est d'organiser des journées d'échange techniques et des journées de co-conception avec les agriculteurs. Voilà, je tiens tout particulièrement à remercier Pascal Maisy et Isabelle Michel qui ont encadré ce stage et qui ont permis en fait d'arriver à ce travail de qualité par leurs remarques et tout l'encadrement qu'il a pu y avoir autour de ce travail, sur ce travail, et également Raphaël Pau et Marina Guessou qui ont participé au jury et qui sont des personnes qui ont déjà travaillé sur l'étude des systèmes maraîchers agroforestiers, le verger maraîcher. Voilà. Et donc le projet, il est mené par plusieurs partenaires. Ici présent, il y a donc François Varlop du GRAB et Florian Carlet du GRCIVAM PACA. Et donc il y a d'autres partenaires, dont Pascal Maisy, Agrouf et le CIVAM du Gard, et enfin aussi Landfiles qui anime, qui nous permet de mettre en place la plateforme collaborative. Voilà, en gros en introduction, je vais te laisser la parole, Marina, pour te présenter, pour nous présenter ton travail. Oui, merci à tous d'être présents. Merci aux agriculteurs et agricultrices qui ont participé à ce projet. Donc là, je vais vous présenter ma présentation pour la soutenance de mon diplôme d'ingénieur agronome. Donc mon sujet de stage porte sur la diversité des systèmes maraîchers agroforestiers dans le sud-est de la France, afin de comprendre les leçons à tirer des conceptions et des trajectoires des pratiques des agriculteurs et des agricultrices. Donc je vais commencer cette présentation par contextualiser cette étude, puis vous présenter la démarche employée pour la collecte et le traitement des données. Les résultats seront également présentés et analysés, ainsi que les perspectives d'évolution de ces systèmes et les principaux conseils aux porteurs de projets. Et je finirai par conclure. Donc mon objet d'étude, c'est l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est quoi? C'est l'ensemble des pratiques qui associent des arbres à des productions agricoles, soit animales et ou végétales, sur une même unité de surface. Et dans ce stage, j'ai défini le maraîchage agroforestier comme l'association entre des arbres et des cultures maraîchères au sein d'une même parcelle. Donc toutes les parcelles où les arbres sont extra-parcellaires ne sont pas pris en compte. Les arbres peuvent être des arbres fruitiers, comme à la ferme de la Durette, des arbres champêtres, comme aux terres de Roumassouz, ou à la fois des arbres champêtres et des arbres fruitiers, comme au jardin forêt des étangs. Les enjeux de l'agroforesterie sont nombreux, ils sont d'ordre écologique, agronomique, économique et également sociologique. Néanmoins, la mise en place de systèmes agroforestiers présente de nombreux freins à son développement qui sont d'ordre technique, en manque de références sur les associations entre arbres et cultures, mais également des freins socio-économiques, la mise en place d'arbres au sein de parcelles maraîchères nécessite une réorganisation du travail, et on a également des freins politiques.
Donc ce projet, cette étude est inscrite au sein du projet Almanach, donc accompagner le maraîchage agroforestier par une nouvelle approche collaborative. Donc c'est un projet pluripartenarial et collaboratif entre agriculteurs et chercheurs. Il fait suite à plus de 10 ans de projets de recherche et développement sur les systèmes maraîchers agroforestiers et c'est mis en place à la suite d'une forte demande par des maraîchers, mais également des porteurs de projets, donc des personnes qui ne sont pas encore installées dans l'agriculture, qui souhaitent créer des systèmes diversifiés qui incluent l'arbre. Néanmoins, un besoin de référence pour conseiller la mise en place de ces systèmes se fait sentir. Ce projet a lieu en région méditerranéenne, donc zone d'étude des principaux partenaires du projet, qui fait face à une forte pression foncière et des effets du changement climatique sur les cultures qui se font déjà sentir. La finalité de ce projet vise à améliorer les connaissances sur les interactions agronomiques et technico-économiques entre les arbres et les productions maraîchères afin de proposer des pistes de réflexion pour la conception et pour la gestion de ces systèmes. Ce projet présente 4 actions et moi, mon stage s'est inscrit dans l'action 1 qui vise à proposer des référentiels technico-économiques pour optimiser ces systèmes. Ainsi, comment capitaliser les retours d'expérience des systèmes maraîchers agroforestiers pour comprendre leurs performances au regard de la biodiversité. On cherchera tout d'abord à comprendre quelle est la diversité de ces systèmes, mais également quelles sont les trajectoires d'expérience qui sont menées dans la conception et dans leur gestion. Et on finira par analyser leurs performances technico-économiques. Il faut savoir que cette étude est une analyse socio-économique des systèmes maraîchers agroforestiers à l'échelle de la parcelle. Les données ont entièrement été récoltées au travers d'entretiens semi-directifs auprès des agriculteurs et agricultrices. Une première phase, une phase exploratoire, a permis d'identifier 50 fermes qui présentaient un système maraîcher agroforestier au sein de leur ferme. En région méditerranéenne, en vue de la durée du stage, 20 fermes enquêtées ont été sélectionnées en fonction de leur localisation, mais également de la présence d'un système maraîcher agroforestier encore en place au sein de leur ferme et de la disponibilité des agriculteurs. Cela a permis d'identifier 20 fermes, dont 28 systèmes de culture. Ma première phase de terrain vise à analyser la diversité des systèmes de culture maraîchers agroforestiers, mais également leur trajectoire dans la conception et dans leur gestion par la construction de typologies. Ce que j'appelle système de culture, c'est l'ensemble des différentes cultures, donc ici le maraîchage et les arbres, mais également de leur itinéraire technique. Donc en fait, au sein d'une ferme, il peut y avoir plusieurs systèmes de culture maraîchers agroforestiers en fonction des différences entre les itinéraires techniques, mais également des composantes arborées et ou maraîchères. Et les trajectoires, c'est les différentes étapes de changement dès qu'un critère de définition des systèmes de culture va être modifié dans le temps. Donc, par exemple, si on va changer la conduite des arbres, on va, au niveau du système de culture, on va donc changer sa trajectoire. À partir de cette première phase de terrain, 8 fermes avaient des arbres qui ont été plantés il y a plus de 5 ans. Les agriculteurs étaient en capacité d'estimer leur temps de travail et disposaient à partager des données économiques. Et cette deuxième phase de terrain a permis d'analyser les performances technico-économiques de 11 systèmes de culture maraîchers agroforestiers. Les indicateurs retenus sont la productivité de la terre, donc la valeur ajoutée brute par hectare, mais également la productivité du travail, la valeur ajoutée brute par jour de travail. Ce que j'appelle par la VAB, c'est vraiment la création de richesse, c'est-à-dire ce sont les produits bruts, donc les rendements, enfin ce qu'on vend, donc les rendements fois le prix de vente, auxquels on a soustrait les charges, les consommations intermédiaires, donc les charges annuelles pour produire les fruits et les légumes. Le stage s'est principalement déroulé à Avignon, dans les locaux du GRAB, mais également à la DAF, organisme d'accueil dans la Drôme. Les fermes enquêtées sont toutes situées en région PACA, mais également dans le département de la Drôme et dans le département du Gard.
Il a duré 6 mois, dont 3 mois de terrain. Près de 4000 km ont été parcourus pour réaliser 30 entretiens et qui ont conduit à la création de 20 fiches fermes sur ce travail. Ces systèmes maraîchers agroforestiers présentent une grande diversité de structures. Ce que j'entends par structure, c'est l'agencement spatial des espèces au sein des parcelles, mais également le niveau de biodiversité cultivée. Dans les systèmes de culture maraîchers agroforestiers, ce sont les arbres qui sont structurants. Ainsi, 5 types ont pu être identifiés en fonction de l'agencement spatial des arbres et du nombre d'espèces d'arbres. Donc le premier type est le type en monoline monoespèce. Donc c'est vraiment l'alternance de lignes d'arbres de la même espèce avec des zones maraîchères et ainsi de suite. Le deuxième type est appelé le type monoline pluriespèce, donc sur le même principe, mais avec plusieurs espèces d'arbres associées au sein de la parcelle. Le troisième type est le type en haie. Le troisième type est le type en double ligne, donc 2 lignes d'arbres, puis une zone maraîchère, 2 lignes d'arbres, puis une zone maraîchère, etc. Et le dernier type est le type non aligné, où les arbres peuvent être présents au milieu des parcelles agricoles, enfin des parcelles maraîchères ou encadrant ces zones maraîchères, mais sans réelle logique dans les associations, enfin en tout cas pas une logique linéaire. Les modes de conduite de ces systèmes ont également été étudiés à la fois sur la composante arborée et maraîchère, mais les différences entre systèmes de culture sont là aussi faites en fonction des arbres. On observe que dès que les agriculteurs commencent à tailler leurs arbres, une intensification des modes de conduite les concernant a lieu, que ce soit par la mise en place d'un système d'irrigation propre, par des traitements, donc il faut savoir que toutes les fermes enquêtées sont en agriculture biologique, ou les deux. À l'inverse, les agriculteurs qui ne taillent pas leurs arbres ne mettent pas en place un système d'irrigation propre et ne les traitent pas. Tous les agriculteurs qui traitent leurs arbres traitent également leur maraîchage, leur culture maraîchère, mais l'inverse n'est pas toujours vérifié. Ceux qui ont misé sur la diversification d'espèces au niveau des arbres ne les traitent pas. Plusieurs stratégies sont présentes, soit on va associer plusieurs espèces d'arbres fruitiers sur les lignes et au sein de la parcelle, soit on va associer plusieurs espèces d'arbres fruitiers mais également des arbres champêtres et la présence et ajouter une strate arbustive. Donc la strate arbustive, c'est souvent des petits fruits et des plantes aromatiques et médicinales. Certains types de systèmes de culture présentent des modes de conduite particuliers. Au niveau des haies, les arbres sont ni taillés, ni irrigués, ni traités. Au niveau des doubles lignes, les arbres sont taillés et un système d'irrigation au niveau des arbres est mis en place. Et les systèmes non alignés, le travail du sol des cultures maraîchères n'est pas motorisé. Les plus anciens systèmes de cette étude ont plus de 15 ans et appartiennent au type monoline pluriespèce et au type haie et sont mis en place au sein de la ferme des Amanins par André Siffer, maître de stage. Le premier système en monoline monoespèce est mis en place en 2013 au sein des terres de Roumassouz et ce système est suivi par la SCOP Agrouf. Le premier système en double ligne est lui mis en place au sein de la ferme de la Durette et ce système est suivi par le GRAB. Et il faut savoir que la création de ce système en double ligne est le fruit d'un travail de co-conception entre agriculteurs et chercheurs qui a pris plusieurs années. Tous les systèmes en double ligne qui se sont mis en place après se sont tous inspirés du modèle de la ferme de la Durette avec plus ou moins de variations concernant la diversité d'espèces fruitières, mais également l'intensification des cultures maraîchères au niveau des doubles lignes ou pas. Les systèmes non alignés, eux, ne sont pas retrouvés au sein des fermes pilotes de ce projet. Concernant la conception des systèmes de culture maraîchers agroforestiers, 4 types de trajectoires sont présentes. La parcelle présente déjà des arbres qui sont plantés. Et en fait, on va ajouter des cultures maraîchères au niveau de ces arbres.
La deuxième trajectoire, c'est l'inverse. C'est la parcelle est déjà cultivée en maraîchage et les arbres vont être ajoutés. La troisième trajectoire peut être appelée un peu la conception des novos, c'est-à-dire que le système maraîcher agroforestier va être conçu dès le départ. Donc la parcelle est soit une friche agricole, soit une parcelle anciennement cultivée en céréales ou une friche forestière. Enfin, la quatrième trajectoire concerne la mise en place du maraîchage agroforestier temporairement en faveur des arbres. Les deux trajectoires les plus représentées dans cette étude sont la trajectoire 2 et la trajectoire 3. Je vais vous présenter ici deux exemples de la trajectoire 3, donc la conception du système maraîcher agroforestier dès le départ, qui présente les mêmes points de départ, mais dont les changements de gestion sont bien différents au cours du temps. Cette première trajectoire met en évidence que les arbres fruitiers ont été plantés progressivement. Parallèlement, des arbres chantettes vont être ajoutés entre les lignes d'arbres fruitiers, car l'agriculteur a observé que les arbres fruitiers ne pouvaient pas faire suffisamment d'ombre et d'abri climatique pour ces cultures maraîchères. Face à la satisfaction de ces plantations d'arbres champêtres, il va densifier les lignes quelques années après. Plus de 15 ans après les premières plantations d'arbres fruitiers, l'agriculteur va décider de supprimer ces arbres fruitiers. Voilà. À la suite d'une formation sur la taille, l'agriculteur va tailler ces arbres et également, sans entrer au sein d'un GI2E maraîchage sol vivant, va lui faire modifier le travail du sol pour ses cultures maraîchères. Cette deuxième trajectoire met en évidence que des plantations d'arbres ont été réalisées en même temps. Néanmoins, le maraîchage, lui, va augmenter progressivement, le temps que l'agriculteur gagne en expérience. Également, à la suite d'une formation sur la taille, l'agriculteur va changer sa conduite des arbres et il va mettre en place des stratégies pour diminuer son temps de travail, que ce soit par la simplification de la gestion du rang d'arbre, de l'herbe au niveau du rang d'arbre, mais également l'éloignement du maraîchage de ces derniers. Ainsi, comme vu au travers de ces deux exemples, les changements de gestion au sein de ces systèmes sont nombreux et font suite à des formations ou à une volonté de réorganiser son travail qui est imposée par la superposition des deux ateliers, les arbres et les cultures maraîchères. Les principaux changements de conduite concernant les arbres sont la taille, le greffage ou la mise en place de filets. On observe également des stratégies de simplification de la gestion de l'herbe au niveau du rang d'arbre, par exemple limiter le désherbage uniquement autour des arbres pour garder une humidité ambiante avec les herbes. Certains systèmes vont voir une déplantation progressive d'arbres et d'autres, les arbres vont être supprimés en raison de concurrence avec l'atelier maraîcher. Concernant les changements de conduite au niveau du maraîchage, elles ne sont pas dues à la présence des arbres, mais bien à une volonté de l'agriculteur de soit augmenter les performances environnementales de son système, que ce soit le passage en maraîchage sol vivant, ou des volontés d'augmenter les performances économiques de son système par la mise en place de serres. Certains agriculteurs vont supprimer des arbres en raison de concurrence avec l'atelier maraîcher, mais en fait, dans la majorité des cas, c'est le maraîchage qui va être éloigné des rangs d'arbres. Dans certains systèmes, le maraîchage augmente progressivement et dans d'autres, il va diminuer. Et là, cette diminution de maraîchage va conduire à la création d'une nouvelle activité au sein des fermes, dans ce cas, la mise en place d'une pépinière d'arbres divers. Les changements au niveau des monolignes monoespèces concernent principalement la diminution du maraîchage. Les changements au niveau du monoline pluriespèce concernent tous les types de changements. Donc c'est vraiment le système qui semble être le plus instable dans les types représentés. Les systèmes en haies présentent un changement dans la taille, mais également l'éloignement du maraîchage pour le système où les arbres ont été plantés il y a plus de 15 ans et où aucun entretien des arbres n'a été réalisé. Le système en double ligne est le seul où on observe la mise en place de filets au niveau des arbres et où l'augmentation du maraîchage s'est fait progressivement. Et enfin, dans le type non aligné,
c'est le seul où du greffage des arbres est mis en place. Les changements de conduite au niveau du maraîchage sont indépendants des types de systèmes de culture mis en place. Concernant les performances à l'hectare de ces systèmes, donc là c'est la productivité de la terre de différents systèmes de culture analysés. Donc dans cette étude, j'ai enquêté 11 systèmes de culture où les performances sont représentées et qui sont regroupés par type de système. Donc les systèmes en double ligne présentent des performances à l'hectare très intéressantes, ainsi qu'un système en aligné et un système en monoligne pluriespèce. Néanmoins, dans ces systèmes, il semble que les performances à l'hectare de ces systèmes soient plutôt liées aux performances de l'atelier maraîcher, auxquelles la contribution des arbres va s'ajouter. Des systèmes où la contribution des arbres est prédominante, donc à plus de 50%, présentent des performances de la terre moins importantes. Concernant la productivité du travail, également, on observe que les systèmes en double ligne présentent des performances intéressantes, ainsi que 2 systèmes en monoligne pluriespèce et un système en haie. Néanmoins, il semble que les performances du travail de ces systèmes soient plutôt liées aux ressources disponibles au sein des fermes, à savoir le niveau d'équipement et la main-d'œuvre. Les fermes non équipées d'un tracteur présentent des performances du travail faibles. Également, ces 2 systèmes qui sont présents au sein d'une ferme où l'installation des agriculteurs est récente présentent des performances du travail faibles. Et les fermes où le nombre de personnes qui travaillent est de plus de 2 personnes présentent, elles, des performances du travail intéressantes. Et il est important de noter que les systèmes en double ligne, au sein des fermes, une personne est responsable de l'atelier arboricole. Ainsi, on a vu que des systèmes de culture maraîchers agroforestiers sont prometteurs, mais qu'il semble y avoir un équilibre entre biodiversité cultivée, objectifs et ressources des fermes qui restent à trouver. Lorsqu'on a demandé aux agriculteurs et si à l'heure d'aujourd'hui vous vouliez refaire un système de culture MAF, comment vous y prendriez-vous? 4 tendances apparaissent. Le premier est le pluriligne, pluriespèce d'arbres fruitiers, où l'objectif recherché derrière la mise en place des arbres est vraiment un objectif économique. Au sein de ces fermes, une personne est responsable de l'atelier arboricole et ces systèmes sont plutôt mis en place au sein des fermes où la main-d'œuvre est nombreuse. Ce type de système peut vraiment être imaginé à grande échelle. Le deuxième type de système intéressant est le monoligne d'arbres champêtres, où là l'objectif recherché derrière la mise en place des arbres est vraiment un objectif environnemental et notamment celui de création d'un microclimat. Les espèces d'arbres peuvent être très diversifiées, comme au niveau des haies, des systèmes en haies qu'on a pu observer, ou avec un choix d'espèces plus restreintes, mais choisies pour leur valorisation en bois d'œuvre, où le retour économique se fera quelques années après. Le troisième type est le monoligne d'arbres fruitiers, où là également l'objectif recherché derrière les arbres est un objectif économique, mais où les espèces d'arbres choisies sont plutôt des espèces méditerranéennes comme des oliviers, des pistachiers, des amandiers, etc., qui présentent moins de technicité et donc avoir une personne au sein de la ferme responsable de l'atelier arboricole n'est pas nécessaire. De même, ces espèces, la récolte de ces espèces d'arbres est décalée des pics de travail de l'atelier maraîcher. Néanmoins, leur commercialisation en circuit court et en frais reste limitée et cela peut nécessiter de chercher d'autres débouchés. Enfin, le dernier système intéressant est le système multistratifié, donc avec à la fois des arbres champêtres, des arbres fruitiers et une strate arbustive, où les objectifs économiques et environnementaux sont tous les deux importants. Ces systèmes sont présents au sein des micro-fermes, où un atelier de transformation pour valoriser la production des arbres est présent. On a également demandé aux agriculteurs quels conseils
aimeriez-vous donner à des porteurs de projets, à des personnes qui souhaitent se lancer dans ces systèmes pour éviter de sans cesse devoir s'adapter à la fois à l'atelier arboricole et à l'atelier maraîcher? Le premier est vraiment de prendre son temps dans la conception et dans la mise en place de ce système. Donc vraiment augmenter progressivement ces surfaces cultivées, que ce soit par les plantations d'arbres progressives, mais également l'augmentation progressive du maraîchage, le temps de gagner en expérience. Le choix des arbres est important, que ce soit au niveau des espèces, mais également des variétés, des porte-greffes, voire semer ces arbres pour une meilleure adaptation aux conditions pédoclimatiques. Enfin, il est important de prendre en compte la circulation dans ce système, la circulation des hommes, mais également des machines. Le troisième conseil est vraiment de se former, notamment sur la taille des arbres. Enfin, il ne faut pas négliger de prendre soin de ces arbres les premières années, que ce soit consacrer du temps de travail, mais également un budget pour avoir une meilleure production les années d'après. Ainsi, chaque système maraîcher agroforestier est unique de par l'organisation spatiale des espèces au sein de la parcelle, le niveau de biodiversité cultivée, mais également les modes de conduite. La trajectoire de ces systèmes dépend de l'état initial de la parcelle, que ce soit la présence ou non d'une activité déjà présente, des objectifs recherchés derrière cette association, mais également du profil des agriculteurs et des formations et accompagnements suivis avant l'installation et pendant. Les performances de ces systèmes, quant à elles, dépendent à la fois de l'organisation spatiale des arbres au sein de la parcelle, mais notamment des performances de l'atelier maraîcher et des ressources disponibles au sein des fermes. Ainsi, il semble qu'un équilibre entre biodiversité cultivée et valorisation socio-économique du travail est à trouver et dépend de l'échelle de la ferme. Ainsi, il est important, pour mieux comprendre la dynamique de ces systèmes, d'étudier aussi l'échelle ferme. Ce travail sur l'acquisition de références sur les systèmes maraîchers agroforestiers au travers des retours d'expérience des agriculteurs installés, mais également de la réalisation de fiches fermes sur leur système, va permettre d'alimenter un groupe d'échange entre agriculteurs installés, porteurs de projets et partenaires du projet sur ces systèmes et qui sont disponibles sur la plateforme Landfiles. Merci pour votre attention. Voilà, j'espère que j'ai été claire. C'était très bien. J'essaie de prendre un peu mon temps pour que... Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si des choses n'étaient pas claires, si vous souhaitez poser des questions autres que ce qui a été présenté. Donc là, c'est vraiment une partie de mon travail. Il a fallu faire un choix pour ma soutenance, parce que mon rapport fait 75 pages, donc je ne pouvais pas tout dire. Mais voilà, n'hésitez pas. C'est un moment d'échange. Bah écoute, déjà, merci pour tout le temps que tu as consacré. Et pour certains qui n'ont pas bien pu participer comme moi pour des raisons personnelles, d'autant plus félicitations parce que tu as avancé un petit peu à l'aveugle et c'est un très beau travail. Merci. Et je pense que c'est très intéressant pour ceux qui vont arriver dans le futur. Et pour nous aussi. Hein. Oui. Merci, Isée. Donc bravo, Breva, c'est très beau travail. N'hésitez pas à poser des questions hein, pour peut-être préciser des choses ou même poser des questions sur d'autres choses qui ont été vues dans le cadre de cette étude. Une question, oui, quelle est la suite? Moi, j'ai toujours envie donc Guylaine, Jardin Forêt des Étangs. Moi, ça fait 12 ans que je développe cette ferme qui trouve un nom aujourd'hui avec Reva, maraîchage en agroforesterie, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment de nom à donner à ce système, cet écosystème. Et voilà, quel peut être... alors moi, je travaille, il y a le PNR
qui travaille aussi, enfin avec qui je travaille, PNR de la Sainte-Baume, le Senpaka aussi qui a fait un inventaire ici sur les oiseaux et les insectes. Donc voilà, comment relier toutes ces informations aussi, moi c'est ma question, et pour aller pour donner de plus en plus de visibilité à des écosystèmes qui sont qui, à mon sens aujourd'hui vont vers plus d'abondance et de résilience, ce dont nous avons besoin, je crois, aujourd'hui en agriculture, et vers des coûts de production moindres. Voilà, moi, c'est mon cheval de bataille, si je puis dire, pour arriver à produire avec des moindres coûts. Voilà. Donc, voilà, comment on peut se relier pour continuer ces observations, ces études, ces explorations. En tout cas, moi, je suis tout à fait prête à vous accueillir déjà au jardin. Il y a l'INRAE aussi, qui travaille aussi sur ce jardin. Voilà. Donc, c'est un... Voilà, je lance, je sais pas, une intention, voilà, en tout cas. Alors moi, j'étais là juste pour le stage, donc je sais pas trop la suite, mais déjà il y a ce groupe d'échange pour motiver des personnes à s'installer dans ces systèmes, justement pour créer plus de références. Et moi, l'analyse que j'ai pu faire, c'est les systèmes très diversifiés, donc comme celui que tu as mis en place, Guylaine, où on plante à la fois des arbres champêtres, des arbres fruitiers et des petits fruits. Les coûts, les consommations intermédiaires, les charges pour faire fonctionner ce système sont vraiment négligeables. Donc voilà, c'est quand même des systèmes qui permettent d'arriver à une autonomie, en tout cas à l'échelle de la parcelle, pas complète, mais qui permet de se limiter au maximum des intrants extérieurs. Et ça, je trouve ça beau, parce que finalement, les performances sont pas non plus mauvaises, au contraire. Donc, ça montre que ça fonctionne, mais qu'il y a quand même un choix à faire, parce que des systèmes où on s'éparpille trop, où on veut tout faire d'un coup, beaucoup miser sur la biodiversité, enfin la diversité, c'est génial. Mais moi, vraiment, le conseil que j'ai retenu de ces expériences, c'est vraiment de faire petit à petit, d'augmenter en diversité au fur et à mesure pour maîtriser et pour justement arriver à cette autonomie. Et après, la suite du projet, il y a cette plateforme Landfiles qui va permettre de faire des échanges entre vous et les nouveaux, si je puis dire. Et après, je suis pas trop internet, j'avoue. Hein. Enfin, je suis pas trop plateforme. J'aime bien le présentiel, voilà. Je le dis parce que un jardin, c'est c'est tout sauf. Enfin, c'est tout. C'est voilà, beaucoup de présence, quoi. je suis d'accord. Et beaucoup d'expériences, oui, concrètes, quoi. Donc voilà. Moi, c'est. Oui. Pour répondre un petit peu à la suite, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment à Reva de répondre à une question comme ça, qui est aussi un peu une question, on fait quoi de tout ça, quoi. Et puis comment on développe un peu ces pratiques. Nous, on le vit un peu dans les structures. Qui est-ce qui parle? Pardon, je ne sais pas qui parle. Ah pardon, c'est Florian du CIVAM. D'accord, bonjour Florian. On parlait du GR CIVAM PACA. N'hésitez pas à mettre votre caméra aussi si vous le pouvez, hein, pour cette phase un peu plus échange là, ce sera peut-être un peu plus sympa. Mais bon, juste pour répondre un peu à la remarque de Guylaine, c'est vrai que nous on le sent, ces sollicitations, elles sont stables, voire un peu en hausse. C'est-à-dire, chaque année on a des thématiques assez récurrente d'installation en verger maraîcher. Bon, après, en fait, les formations qu'on organise font que ça va, je pense que plusieurs ici pourraient témoigner un peu dans ce sens-là. On part d'un peu d'une idée initiale qui est beaucoup de diversité. C'est vrai qu'on a tendance aussi au cours de ces formations parfois à simplifier, sauf si vraiment les objectifs ils sont purement liés à de la biodiversité, à des questions environnementales, à faire de l'ombre. Bon, là c'est un peu différent. Mais si vraiment il y a un objectif de double production fruits et maraîchage, c'est vrai qu'on sent que depuis Smart, qui sont un peu
un peu les prémices, hein, où Armel ou d'autres, bah, vous avez un peu en quelque sorte essuyé les plâtres. Bah, aujourd'hui, on a aussi un peu ces systèmes double rang, où on a plus d'agrès qui sont un peu dans ces systèmes-là. On a peut-être un peu plus simplifié, jusqu'à quel point on simplifie. Donc ça, c'est vraiment les questions un peu du cœur de l'animation du projet Smart. En fait, c'est jusqu'où on simplifie des systèmes. La volonté initiale d'ailleurs d'associer les deux cultures, parfois en formation, à la fin, c'est bah, en fait, moi je vais faire un verger d'un côté et je vais faire le maraîchage de l'autre, quoi. Donc c'est pas un échec, hein, dans le sens où en fait chaque personne cible un peu ses objectifs et plus le temps passe, plus on est amené, je trouve, à affiner un peu les conseils qu'on peut donner, y compris en formation. Et pour moi, une des manières de voir que ça intéresse tout le monde, c'est qu'on commence nous, ça fait une dizaine d'années qu'on fait des formations sur cette thématique-là, pas forcément sur des systèmes plus diversifiés encore que verger maraîcher un peu classique, simple rang, double rang. Je pense par exemple à des projets de jardin-forêt ou de forêt-jardin, parce que du coup, on parle plutôt de forêt-jardin, mais Guylaine, ça fait très longtemps que tu parles de jardin-forêt, mais aujourd'hui, on parle plus de forêt-jardin. Mais bon, c'est à peu près le même principe. On commence à avoir des formations aussi là-dessus qui arrivent avec un peu timide, c'est-à-dire que c'est souvent un peu des projets à la marge entre des projets individuels plutôt perso, plutôt consommation, pas forcément toujours des projets agricoles. Donc bon, la formation, c'est peut-être pas encore le cadre idéal, mais on sent que cette diversification, cette volonté de diversifier, elle est là, voire elle est plus forte qu'avant. Après, la question, ça va être toujours pour nous de dire bah ouais, jusqu'où on vous conseille de diversifier, quoi. Et c'est là que je pense que les projets comme Smart, puis maintenant comme Almanac, bah, doivent pouvoir donner un peu des réponses. Pour nous, en tout cas, organisme de développement, la priorité, c'est d'assurer, enfin, c'est le plus important, c'est de continuer à assurer des liens et des échanges entre vous, maraîchers, et aussi donner des clés à des nouveaux pour que les systèmes ils soient les plus pertinents possibles au vu des objectifs, quoi. Voilà. Donc pour répondre plus directement à ta question, moi une manière de ce joie de dire que ça se développe, c'est que bah, en fait le nombre de formations organisées, il y a même le réseau Chambre là qui commence à avoir pas mal de demandes. Bon, ils peuvent pas forcément y répondre trop, et puis ça dépend des départements. Il y a des nouvelles thématiques style jardin-forêt qui commencent à apparaître aussi dans des programmes de formation. Donc c'est une thématique qui est toujours présente, voire qui prend de l'ampleur. En tout cas, en ce qui nous concerne côté Sylvain. Oui, pour préciser, là, le groupe d'échange qu'on met en place grâce à Landfiles, même pour ceux qui ne sont pas trop branchés Internet, en tout cas, c'est une bonne façon de transmettre des informations, des photos des jardins, et aussi pour bah, les futures personnes qui s'installent, les personnes qui s'installent dans ces systèmes-là, peut-être de poser des questions à des personnes comme Guylaine, ou qui a peut-être moins l'habitude de communiquer sur ces outils. Mais en tout cas, ce qu'on espère, c'est qu'il y a une dynamique d'échange en fait actuellement. Et puis, parallèlement à ça, en tout cas dans le cadre du projet, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est d'organiser encore deux journées de rencontres techniques, des journées de co-conception. Et donc, cette dynamique, on verra comment ça peut se poursuivre au-delà de 2025. Mais on essaiera de la poursuivre, en fait, de ne pas s'arrêter là, et de continuer à animer d'un côté les rencontres virtuelles, et puis cette plateforme virtuelle, et puis aussi les rencontres physiques déjà en région du Sud-Est, quoi. Oui. Oui, alors moi j'ai cette qualification dans cette région où je suis dans le Var, de dire que c'est une région à haut défi, pour plusieurs raisons, hein. On a beaucoup de vignes ici, et il y a beaucoup, comment dire, il y a une pression touristique à certains moments. Donc tout ça interfère sur la disponibilité de l'eau aussi. Et, bon, c'est une région historiquement qui a été beaucoup déforestée. Donc d'où ce qui m'a amené dans mon cheminement à faire ce jardin-forêt. Et donc
dans cette qualification-là de région à haut défi, intervient aussi tout ce qui est sur l'hydrologie régénérative. Je travaille depuis donc un petit moment avec Permalab. Voilà, donc il y a tout ce questionnement aussi autour de l'eau, bien sûr, qui pour moi, évidemment, va de pair avec cultiver notre nourriture et bien sûr, en même temps, intervenir sur mon environnement, évidemment. Donc, voilà, c'est toute comment dire, c'est tout mon intention aujourd'hui qui est de cultiver notre nourriture en lien avec notre territoire, évidemment. Voilà. Donc, ce qui m'a amené aussi à effectivement diversifier pour avoir aussi un certain nombre d'interactions, le maximum d'interactions même, si possible. Ouais, c'est pour, ouais, voilà, ce que je voulais rajouter éventuellement à ce que Reva redonnait comme par rapport à ces systèmes. Je voudrais, si c'est possible, juste rebondir. Ça me parle beaucoup, ce dont vous parlez par rapport à la disponibilité de l'eau. Bon, vous êtes une zone plus touristique que la nôtre. Le Gard, moi, je suis implantée au milieu de la garrigue. On a des problèmes liés à l'urbanisme, c'est-à-dire que pour obtenir un droit d'électricité pour une pompe à eau, eh ben, il faut 7 ans. 7 ans de bataille dans tous les sens, tribunaux, etc., pour finir par gagner, mais pas pouvoir le mettre en place parce que Enedis demande 26 000 € pour poser un compteur d'une pompe à eau, ce qui revient à comme si on demandait de créer un lotissement. Et ça, c'est un retour d'expérience qu'il ne faut pas masquer aux jeunes qui vont s'installer, parce que ça, on en a trop peu parlé, en fait. On a parlé des capacités techniques, des capacités pédologiques d'une ferme qui va accueillir un beau projet à l'origine, parce que c'est toujours des beaux projets. Mais le problème, c'est que la réalité des faits, elle est bien plus compliquée. C'est-à-dire que moi, dans l'état actuel des choses, j'étais pleine d'idées, pleine de volonté, mais je suis bien obligée de constater que la ressource disponible en eau va baisser. Moi, je conduis une oliverie, on me conseille au niveau de l'interprofessionnel d'irriguer. Pour moi, ce n'est pas une solution, en fait. Irriguer des oliviers, ça veut dire que dans 20 ans, on n'a plus de nappe, on n'a plus d'aquifères disponibles. Et ça, c'est un vrai problème pour les futurs agriculteurs. Donc, d'une part, il y a une réalité de possibilité de monter des projets. D'autre part, il y a une réalité de changement climatique qui est évident. Donc, il va falloir s'adapter. Et donc, moi, j'abandonne quelque part, pas totalement, mais j'abandonne une partie du maraîchage parce que sans ressources disponibles en eau, ça n'est pas faisable. Donc, on se rabat sur des productions d'aloe vera, de choses comme ça, qui vont peut-être mieux résister, d'agrumes, de choses comme ça. Mais bon, il y a une réalité de terrain à laquelle qu'on peut pas nier, quoi. Et ça devient très compliqué. Voilà. Oui, c'est important de signaler aussi ce genre de contraintes, effectivement, qui sont peut-être pas ressorties dans l'étude, mais qui sont très importantes, qui peuvent être un gros frein. Est-ce que par rapport peut-être aux tendances, aux conclusions que Reva a pu présenter, est-ce qu'il y a des volontés de réaction sur la typologie que Reva a présentée, des choses qui vous ont surpris ou que vous Mel, tu souhaitez commençais à éventuellement parler, mais commenter? je crois. Oui, j'avais oublié de mettre le micro. Je suis désolée, j'ai dû interrompre. J'ai eu une visite là, juste au moment des conclusions là. En tout cas, bravo pour cette étude, c'est très intéressant. Ça donne très envie d'aller voir sur Landfalls, même si effectivement le plus difficile c'est de trouver le temps pour s'y pencher. Mais c'est vrai que quand on a des questionnements comme je peux en avoir actuellement, je pense que je vais quand même aller jeter un coup d'œil pour voir un peu ce que les autres font. Et voilà, c'est en tout cas la possibilité de pouvoir
travailler en réseau, enfin étudier un peu les choses en réseau, je pense que c'est quand même important, même si je ne sais pas si j'arriverai à être super disponible. Euh, dans ton étude, non, mais c'est vraiment bien. Là où j'ai pas trop compris, c'est quand tu as dit qu'il y en avait qui avaient arrêté de faire des arbres, principalement pour faire plus de maraîchage. Ouais, j'ai pas trop compris les conclusions là-dessus, mais bon, peut-être pas les conséquences de leur choix en fait. Alors, dans un système, c'était vraiment lui, son objectif premier, c'était l'abri climatique. Et il s'est Hmm. dit, tant qu'à planter des arbres, autant pouvoir récolter dessus. Donc il est parti sur des arbres fruitiers. Et en fait, il s'est vite rendu compte que son objectif d'abri climatique, il ne l'atteindrait pas avec des arbres fruitiers. Donc c'est pour ça qu'il a rajouté d'autres arbres que j'appelle champêtres, donc non fruitiers, pour créer ces conditions. Et sans formation et sans soin de ces arbres, après 10 ans, ça produisait toujours pas. Et ça le gênait plus qu'autre chose parce que du coup, il devait diminuer son maraîchage, donc l'éloigner des arbres parce qu'il n'avait pas laissé suffisamment d'espace en fait entre les arbres et le maraîchage. Et pour lui, le maraîchage, c'est ce qui produit, c'est ce qui le rapporte. Les arbres fruitiers n'étaient pas suffisamment productifs, donc il a décidé de les supprimer. Et lui, ça fait partie des personnes qui se disent si aujourd'hui je ferai vraiment des blocs d'arbres fruitiers et je ferai des formations pour m'en occuper. Et après, les d'autres personnes qui suppriment les arbres, c'est pareil en raison de concurrence, mais plutôt où les personnes qui sont parties sur des friches forestières au départ. Donc il y avait déjà des arbres sur la parcelle, ils ont voulu en garder justement pour ce côté abri climatique et ils se sont rendus compte que c'était trop embêtant pour le travail du maraîchage et au fur et à mesure ils ont supprimé aussi. Voilà. Mais c'est vraiment pas la majorité des personnes. Ce qui est intéressant à dire, qui ressort un peu de cette étude, c'est qu'il faut bien définir l'objectif initial et aussi voir les compétences qu'on a. Est-ce qu'on a le temps de se former au moins à l'arboriculture d'une manière ou d'une autre et ça, c'est important d'informer les nouveaux installés que c'est important de se former aux soins des arbres. Sinon, au bout de 5 ans ou 10 ans, comme disait Reva, ça ne produit pas. Et de voir si c'est juste une dimension climatique, apporter de l'ombrage, garder plus d'humidité, etc. Ça peut être des arbres champêtres, et notamment sur la ferme dont parle Reva, c'est des arbres fixateurs d'azote qui ont un port plus ouvert, facile à élaguer, qui laisse passer un peu la lumière, donc ça crée une demi-ombre et qui est pas trop intense. Et comme ils deviennent assez hauts, bon après il faut quand même penser à l'entretien à long terme parce que ça peut devenir des grands arbres. Mais c'est différent, c'est-à-dire qu'on ne va pas gérer un fruitier de la même façon qu'un arbre fixateur d'azote ou arbre champêtre au sens large, dans la mesure où on peut enlever des branches, s'il y a un peu trop d'ombre, on peut élaguer, etc. Alors que sur le fruitier, on ne va pas avoir cette même stratégie. Donc ce qui est important, c'est de vraiment définir dès le départ qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on a la capacité de porter un deuxième atelier? Ce que l'étude de Reva montre aussi, c'est que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est responsable de l'arboriculture, qui est vraiment en charge de ça. Et ça fonctionne un peu mieux sur les fermes où il y a au moins 2 personnes, un maraîcher et l'autre qui peut être maraîcher, mais plus axé sur l'arboriculture. Ce qu'il y a à retenir un peu en gros de cette association arbres-légumes, quoi. Super.